Une production Stéréolab. Moi, je viens pas d'une famille où artiste c'est un métier, donc il y a eu quand même un moment où j'ai dû prendre cette décision de rentrer aux Beaux-Arts et je me suis dit oulala, qu'est-ce qu'on va faire vraiment de cette vie ? Je saurais pas dire pourquoi ces univers m'intéressent plus que d'autres. En tout cas, je sais que même si j'intellectualise pas trop, j'essaye de créer des images qui, moi, me touchent ou m'interpellent. Bonjour et bienvenue dans Travail soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Dans cette série, je vous invite à découvrir des personnalités hors du commun, leur rapport au travail et leur satisfaction intime d'exercer leur métier avec soin. Aujourd'hui, je vous conduis dans l'atelier de Lise Stoufflet, une artiste peintre à l'univers singulier, nourrie de situations troublantes, de malaise et parfois d'angoisse, transfigurée par la douceur d'un style surréaliste et onirique. Une atmosphère à première vue éloignée de la bonne humeur de Lise, qui pratique son art avec humilité et discrétion. Je la retrouve un matin gris et froid dont Paris a le secret, dans une ancienne menuiserie convertie en espace pluridisciplinaire qu'elle partage avec une vingtaine d'artistes. Alors, on va faire un petit tour ? Ouais, bienvenue à l'atelier Le Houloc. Merci beaucoup, ça a l'air très isolé, très préservé. C'est assez mignon. L'été, on profite beaucoup de cette petite cour où il y a plein de choses qui poussent. C'est assez joli. Si Lise apprécie l'esprit communautaire du lieu, son atelier est cependant calme et isolé, comme à l'abri des tourments qui alimentent son œuvre. Donc là, on rentre dans l'espace principal. En fait, on est une vingtaine d'artistes et il y a des espaces qui sont partagés, comme la cuisine, la salle d'expo et les salles un peu techniques de construction. On a aussi un four à céramique, des ordinateurs, des imprimantes, tout ce qu'il faut et tout ce qui coûte cher qu'on a mis en commun. Comment devient-on artiste ? Le décide-t-on soi-même ou est-ce le milieu, les collectionneurs, les galeries ou les critiques qui accordent ce statut particulier qui charrie son lot de clichés et d'a priori ? Une question d'autant plus sensible quand on est d'une nature pudique, comme Lise, et que l'on s'expose au regard des autres. Je sais pas comment on devient artiste. C'est vrai que c'est une question un peu étrange. Je pense que ça se fait un peu sur le long terme. Il y a plusieurs choses en fait. Il y a artiste comme statut social, quoi. Enfin, parce que je gagne de l'argent en vendant des peintures. Donc, si on me demande ma profession, je suis artiste. C'est comme ça que je vis. Après, est-ce que j'étais artiste avant ça ? Je pense que j'avais un tempérament un peu, un peu fantasque. J'aime bien ce mot. Mais oui, on peut dire, je pense que j'étais un peu l'artiste de la famille. L'enfant un peu différente. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours un peu créé des choses. Donc j'ai toujours un peu eu ce truc. Mais moi, je viens pas d'une famille où artiste c'est un métier. Donc il y a eu quand même un moment où j'ai dû prendre cette décision de rentrer aux Beaux-Arts. Et je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'on va faire vraiment de cette vie ? Parce que même en rentrant à l'école des Beaux-Arts, j'avais pas vraiment l'impression que artiste c'était un métier. Mais je le suis devenue parce que voilà, c'est devenu mon activité principale, quoi. Je le vois plus comme un statut social vraiment que comme un tempérament particulier, en fait. Il y a toujours un truc un peu bizarre, moi, quand on me demande, je sais pas, je vais chez le médecin, oui, donc profession, artiste. Il y a toujours un petit moment où je sais pas quoi dire d'autre, parce que finalement, je donne pas de cours, donc je peux même pas dire enseignante ou voilà, donc je suis artiste, mais il y a toujours, effectivement, dans le regard de la personne, un truc un peu genre, mais elle se la pète un peu, quoi. Alors que juste, je vraiment, j'ai pas d'autre option, là, je suis coincée, c'est mon métier, quoi. Donc je dis artiste peintre, des fois. Artiste plasticienne, c'est encore plus pédant, je trouve. Enfin, il y a vraiment un truc, effectivement, sur l'artiste. Il y a toute une légende, en fait, de l'artiste qui rend le truc un peu solennel, quoi. Il y a beaucoup de mes amis qui sont soit du milieu, soit artistes, donc la question se pose pas trop. Mais par exemple, au sein de ma famille, pas la famille proche, parce que bon, pareil, on se connaît trop, mais la famille un peu plus éloignée, il y a toujours un regard un peu bizarre. J'espère qu'ils n'entendront pas ça, mais il y a un peu un truc bizarre. Enfin, moi, ça me met mal à l'aise, je sais pas pourquoi. Parce que pour le coup, sur la famille élargie, je suis un peu la seule dans un milieu un peu comme ça. Et je pense qu'ils trouvent ça et bizarre et injuste que d'avoir ce côté, ah oui, t'as un métier pas facile, mais t'as un peu de la chance, quoi, de faire ça. Nous, on peut galérer à faire autre chose. Enfin, voilà, il y a comme une injustice, en fait, d'être dans un métier qui paraît très plaisant, alors que d'autres ont des métiers plus classiques et peut-être où ils s'épanouissent moins. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Il y a un petit peu un regard que je trouve un peu bizarre. Mais c'est peut-être juste moi. En tout cas, je me pavane pas avec ça. Ça me met plutôt mal à l'aise. Et j'aime bizarrement pas trop qu'on me parle de ce que je fais. Il y a un peu ce côté où c'est pas un métier. Alors, et puis la première question que les gens posent, c'est de savoir si j'ai envie, si je gagne de l'argent. Parce qu'on ne pose jamais la question à
personne savoir s'il gagne de l'argent, mais moi, genre, très vite, on m'a demandé si je gagnais de l'argent, assez, suffisamment, beaucoup. Il y a toujours cette question de l'argent qui a été évoquée, qui me met aussi assez mal à l'aise, quoi. Quoi qu'en pensent les uns ou les autres, Lise est une artiste à part entière et je vous invite à consulter son compte Instagram pour vous faire votre propre idée. Mais pour résumer, son œuvre met en scène des situations étranges nimbées d'une atmosphère onirique. Le trait est assez doux, on n'y décèle pas ou peu d'angles vifs, des couleurs souvent pastel ou désaturées, une faible profondeur de champ et parfois des défauts de perspective assumés qui participent au trouble du spectateur. Le style, c'est quelque chose qui vient naturellement et c'est presque quelque chose qui devient gênant au bout d'un moment. Je pense qu'au tout début, quand on commence à dessiner, moi j'ai commencé par le dessin plus que la peinture, on essaie de trouver un style, donc on cherche, on essaie de reproduire et d'avoir une identité, tout ça. Et puis en fait, à force de faire, le style vient de lui-même, on va dire. Et tout d'un coup, tout ce qu'on fait, pas se ressemble, mais il y a quand même quelque chose qui s'unifie. Et c'est presque un peu agaçant parfois parce que moi, je voudrais de temps en temps me surprendre plus et faire des choses qui changent vraiment, même des compositions d'images qui soient différentes. Mais en fait, non, il y a quelque chose qui s'est un peu figé. Donc les gens trouvent ça souvent intéressant, un style. En fait, pour un spectateur, c'est aussi satisfaisant de reconnaître que c'est la même personne qui a fait différentes images. Mais en tant qu'artiste, c'est plutôt une marque de vieillissement, je trouve. À un certain moment, c'est plutôt quelque chose que j'ai essayé de pas trop figer. Mais je me rends bien compte que c'est assez... c'est assez figé. Je suis revenue là récemment sur mon travail que je faisais quand j'étais aux Beaux-Arts, ce que j'ai conservé comme image, donc qui était plutôt du dessin. Et alors, c'était pas plus gai. C'est sûr que c'était même assez glauque déjà. Donc je sais pas pourquoi il y a une espèce de chose comme ça initiale qui m'intéresse un peu dans l'étrange, dans le bizarre, voire dans le glauque. Ça s'est un tout petit peu adouci avec l'âge. Pareil, je pense qu'avec la maturité, on exprime les choses de manière un peu moins crue. Enfin, en tout cas, j'utilise des détours qui sont peut-être un peu plus subtils pour que ce soit pas des images trop violentes, mais je saurais pas dire pourquoi ces univers m'intéressent plus que d'autres. En tout cas, je sais que même si j'intellectualise pas trop, j'essaye de créer des images qui, moi, me touchent ou m'interpellent. Mais après, il y a aussi quelque chose souvent d'ironique dans des images qui peuvent être un peu dures, on va dire. Il y a une sorte d'ironie et d'humour que j'essaie de garder. Tout ça m'intéresse et je joue aussi avec ça, puis avec effectivement un style qui est assez doux. Enfin, les couleurs sont jamais crues, donc il y a un espèce de jeu aussi entre quelque chose qui sous-jacent, qui peut être un peu dur, et puis une image qui se révèle un peu presque naïve, douce. Oui, je pense que c'est un jeu comme ça que je cherche un équilibre en fait entre peut-être parler de choses qui sont pas toujours gaies, tout en le faisant avec un sourire, quoi. Il y a toute une série de toiles où il y a des incendies ou des choses qui font écho à des actualités pas forcément gaies. Ça va toujours être un petit peu mignon en même temps. Enfin, il y a un petit côté où c'est la fin du monde, mais voilà, c'est un constat que je fais avec une sorte d'ironie et de désespoir en même temps. Un peu comme tout le monde, on peut pas pleurer tout le temps, mais effectivement, je constate qu'il y a des choses un peu tristes qui se passent aussi autour, quoi. Oui, je constate effectivement la composition où j'arrive pas tellement à créer de profondeur, mais ça, je pense que c'est vraiment un truc dans mon cerveau qui se passe pas très très bien. Je n'arrive pas à faire des perspectives profondes ou des champs comme ça très loin. C'est même assez inquiétant, si bien que j'ai fait une toile récemment où en gros il y a une fenêtre et un rideau et une sorte de balcon, et le balcon passe devant la fenêtre, comme si la barrière du balcon était à l'intérieur du salon. Et je m'en suis rendu compte 2 ans après l'avoir peint. Donc vraiment, je sais pas où je regarde quand je peins, mais il y a des problèmes. C'est vraiment des mécanismes de construction de l'image où j'ai des limites moi-même. En fait, je joue avec ces limites. Et effectivement, donc j'ai souvent des plans très proches, des cadrages un peu serrés. Ça m'intéresse aussi d'avoir une sorte de hors-champ, en fait, d'avoir des détails sur une situation qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit s'imaginer. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Et même parfois, à l'occasion d'une exposition, je peux prolonger une toile sur le mur pour créer un peu une narration comme ça qui s'échappe. Donc voilà, tout ça crée une manière de composer les images qui est aussi un peu spécifique. Il suffit de voir quelques toiles de Lise pour se demander comment lui viennent ses idées. J'ai donc voulu en savoir plus sur son processus créatif et sa méthode de travail. Et même pour elle, il semble difficile d'expliquer concrètement ce qui nourrit son imaginaire. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de formule magique. Trouver des idées, c'est vraiment le travail qui est le plus compliqué.
peindre, c'est pas très compliqué. Donc j'essaie de créer des moments où ça peut être des semaines où justement je fais que dessiner dans les carnets. C'est des moments où je trouve assez dur parce que c'est le seul moment où je peux rien écouter d'autre, donc je suis un peu isolée dans ma tête. J'essaie d'être plus vigilante à ce qui m'entoure, de penser un peu à ce qui m'intéresse, tout ça, aux sciences sociales, à des histoires de vie, à l'actualité, à la musique, je sais pas. Parfois, j'ai la chance d'avoir des idées qui émergent en dehors de ces moments et donc de les noter à ce moment-là. Mais je reviens sur des pensées que j'ai eues, sur des choses que j'ai lues, sur ce qui se passe autour de moi. Mais en vérité, j'ai pas trop trouvé la solution facile pour faire émerger les choses. J'essaie de relire des choses, de revoir des images, de revoir les petites notes que je prends, les notes visuelles. Je fais des captures d'écran. Si dans un film, tout d'un coup, il y a une scène que je trouve belle parce que cette main, elle est positionnée comme ça, ou la photo de quelqu'un que j'ai pris dans mon téléphone. Donc, j'essaie de revoir tout ça. Et puis, ça m'amène parfois sur d'autres idées. J'essaie de cheminer comme ça. Mais j'ai pas de recette. J'ai pas de recette facile, malheureusement. Donc je commence vraiment avec des croquis qui sont pas forcément lisibles. Donc j'ai un carnet où il y a à la fois des notes techniques, mais aussi des petits croquis. Donc je mélange un peu de l'écrit et des débuts de croquis, plus ou moins travaillés. Et c'est comme ça après que je sélectionne ce que je veux peindre. Et ensuite, c'est une étape que je fais pas toujours, mais je peux aussi faire tout un travail de dessin à l'encre de Chine beaucoup plus travaillé. Mais le plus important, c'est ce travail un peu de recherche dans des carnets où je note toutes mes petites idées de manière assez lâchée, en fait. Mais c'est marrant parce qu'on peut retrouver, en fait, en fonction des moments, les toiles que j'ai peintes ou pas. Donc si je sais que ça ressemble à rien, mais cette toile, elle existe quelque part. C'est en fonction de l'humeur. En plus, il y a des trucs que je dessine et vraiment qui restent dedans pendant peut-être un an. Et puis, en fait, je me dis, je vais commencer une toile. Le format, il va être comme ça. Qu'est-ce que je fais dessus? Et je réouvre les carnets. Puis, j'ai aussi des notes sur mon ordi, des croquis numériques. Je me dis, alors ça ou ça. Et en fonction de l'humeur, ce que je ressens, je me dis, OK, ça, c'est intéressant. Là, maintenant, ça m'intéresse. C'est un peu difficile de dire pourquoi à ce moment-là, je me sens d'humeur à faire cette image-là, alors qu'un an avant, je trouvais qu'elle avait pas trop d'intérêt. Peut-être qu'il manquait un détail, en fait, ou même une couleur auquel j'avais pas pensé. Parfois, je prends en photo le croquis pour faire des essais de couleurs sur Photoshop. Je trouve ça difficile de tout travailler d'un coup. Donc, il y a d'abord effectivement le dessin, la composition, et puis après la couleur comme une donnée. C'est énormément d'informations supplémentaires, en fait. Donc, ça ouvre les possibles. Ça change tout, en fait. Donc, c'est vrai que c'est une étape en plus. En tout cas, dans la tête, c'est vraiment par étapes comme ça que j'arrive à construire l'image. On pourrait croire que le quotidien d'une artiste est à l'opposé de la vie de bureau. Et pourtant, à la création artistique de Lise s'ajoutent des contraintes bien plus terre-à-terre, comme tenir sa comptabilité à jour, effectuer des démarches administratives ou s'impliquer dans la vie du collectif. J'étais donc curieux de savoir à quoi ressemble une journée de travail dans son atelier. Moi, j'ai toujours bien aimé arriver le matin. Il y a un truc un peu d'être là dans les premiers, d'ouvrir l'atelier, d'allumer la bouilloire. Il y a un truc un peu qui me plaît. J'ai un petit temps de mise en route, effectivement, où je vais faire le café, un peu ranger, un peu regarder mes mails, un peu tourner en rond. Je pense que jusqu'à 10h, en général, je tourne en rond. Mais j'ai constaté que tout le monde fait ça, donc ça me rassure beaucoup. Je sais très bien ce qu'il faut que je fasse, mais il y a un moment de mise en place un petit peu où moi et la peinture, on se tourne autour. Je me suis créé un rythme tout à fait scolaire, mais depuis toujours. Donc maintenant, j'ai un enfant, donc ça cadre encore un peu plus. Mais en gros, oui, j'ai des horaires de bureau. J'arrive à 9h15 et je pars vers 17h30, 18h en fonction si j'ai des choses à faire. Mais voilà, c'est une journée classique, c'est comme ça. J'ai jamais vraiment réussi à avoir des horaires décalés. J'admire ceux qui bossent le soir, tout ça. Moi, c'est pas trop mon truc. Après 18h, mon cerveau, il fonctionne moins bien. Les périodes de vacances où je suis un peu obligée de partir, machin, ça me manque beaucoup de pas être dans mon atelier en train de bricoler mes trucs. Donc ça peut être peindre, bidouiller des machins, faire des petits croquis, tout ça. En fait, d'être seule dans un atelier en train de créer des choses, ça me manque très vite. Je sais pas si c'était déjà comme ça avant ou si c'est une habitude en fait de fonctionner comme ça qui fait que c'est devenu un peu essentiel, mais je me verrais pas... même si je gagnais plus du tout ma vie avec ça,
Je me verrais pas lâcher. Après, il y a des projets qui m'amusent plus ou moins. Enfin, il y a des toiles que je trouve hyper agréables à peindre où pendant une semaine, je vais être bien parce que c'est trop facile et que tous les astres sont alignés. Mais c'est pas toujours qu'un plaisir, ça c'est sûr. Parfois, on a des obligations, ou alors on s'est dit, je vais faire tant de toiles pour une expo. J'ai déjà fait les dessins et tout ça, et puis parfois, c'est moins marrant de les peindre que de les imaginer. Ça dépend vraiment. C'est aussi des trucs de format, en fait. Les très grands formats m'amusent moins parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de moments dans la toile où je m'ennuie un peu. Enfin, ça dépend des toiles, mais je pense qu'il y a des œuvres qu'on a plus de plaisir à faire que d'autres, même si le résultat est pas forcément dépendant, en fait, du plaisir qu'on a pris. Peut-être un peu, mais... Je pense qu'il y a des toiles qui m'ont un peu ennuyée et qui sont bien, mais c'est juste le faire à un moment donné, physiquement, mentalement, était un peu difficile. Je sais pas, il y a des fois où on s'amuse, enfin il y a des jeux de transparence, un truc qui tout d'un coup nous plaît, on est là, ah, ça c'est super. Et puis il y a des choses peut-être plus ennuyantes, c'est quelque chose que je saurais faire parfaitement tout de suite, où je m'étonne pas, c'est pas ce qui est plus satisfaisant, c'est pas là où on a le plus d'exaltation. Je pense que quand on se surprend un peu, quand on découvre quelque chose, quand il y a un peu un émerveillement, enfin même un minime, là c'est chouette. Mais ça arrive pas tous les jours. Vous savez que j'aime bien rencontrer mes invités sur leur lieu de travail pour y capter l'ambiance, mais il faut bien reconnaître que la peinture n'est pas très spectaculaire en termes d'immersion sonore. Alors j'ai demandé à Lise de vous décrire 2 toiles qui étaient en transit dans son atelier. Alors, il y a une femme allongée dans une ambiance un peu sombre, violette, bleu-gris. Et il y a une sorte de nuage noir avec 2 bras qui s'en échappent, qui lui cachent les yeux. Voilà, c'est une petite ambiance comme ça, nocturne. Mais la femme qui dort, elle a l'air quand même assez paisible. C'est pas tout à fait effrayant. Un petit peu quand même, mais en fait, elle est directement inspirée d'une expérience de paralysie du sommeil que j'ai eue il y a quelques années. J'étais en résidence sur une presqu'île en Bretagne, en plein hiver, et à moitié confinée. Donc très seule et très isolée. On dormait à côté d'un cimetière. Et donc, c'est là où j'ai eu des expériences de paralysie du sommeil. On m'a dit, mais c'était pas des paralysies du sommeil, c'était des fantômes. Donc on saura jamais, mais j'ai eu comme ça plusieurs nuits de suite la sensation que des gens, ou une personne à chaque fois, me touchait ou m'attrapait dans le lit, alors que j'étais seule. Hein. Et cette fois-ci, c'était plutôt doux, mais j'ai eu comme si une femme me cachait les yeux. Et je me suis réveillée comme ça en me disant, tiens, c'est bizarre, qui m'a touché les yeux. Mais ça m'a pas fait trop peur, donc j'ai représenté celle-ci. Ça lui cache pas seulement les yeux, c'est les pouces qui ont l'air d'appuyer sur les yeux quand même. C'est là que ça devient un petit peu flippant. C'est vrai que les mains enserrent le visage et on dirait que les pouces lui appuient sur les yeux, un petit peu. Mais ça peut être vu comme une métaphore de la nuit ou de l'endormissement ou du cauchemar, peut-être. C'est pas la toile la plus gaie. Peut-être on peut décrire la toile que je viens de faire récemment, où il y a une femme qui est enceinte et j'avais pas trop représenté la maternité. Enfin, je tourne un peu autour parce que j'ai eu un enfant il y a bientôt 3 ans, mais je sais pas trop comment raconter les choses. Et là, c'est juste une femme qui est enceinte dans l'eau, qui se laisse flotter, qui rappelle un peu la composition d'une peinture très connue qui s'appelle Ophélia, où il y a une femme comme ça, je crois, qui est un peu mélancolique, qui se laisse un peu porter par l'eau. Donc il y a un peu cet aspect mélancolique et elle touche son ventre et il y a des mains qui sortent de l'eau aussi et qui viennent toucher son ventre, comme si elle était un peu accompagnée, pareil. Les gens sont souvent accompagnés par des fantômes dans mes peintures. Ils sont pas très souvent seuls. Lise utilise de la peinture à l'huile qui permet notamment d'apporter des retouches à ses toiles autant qu'elle le souhaite, ce qui ne facilite pas le fait de décider quand l'œuvre est bel et bien terminée. Ça, c'est un peu le problème. Moi, de définir quand est-ce qu'un travail est fini. Moi, je les laisse un peu reposer. Les peintures qui sont dans l'atelier, elles sont terminées pour la plupart, mais tant qu'elles sont un peu là, elles sont pas à l'abri de reprendre un petit coup de peinture quelque part. Enfin, j'y reviens de moins en moins. Je me dis pas, ok, aujourd'hui c'est fini. Je me dis, tiens, je vais commencer une autre peinture et puis si je vois qu'il y a quelque chose à retoucher, j'y reviendrai, mais il se peut que non. Voilà, et je les laisse un petit peu en transition comme ça. Là, celle-ci, je pense qu'elle est terminée. Ça fait une semaine que je l'ai pas touchée. Je pense que ça veut dire que j'ai plus envie. C'est bizarre, hein, mais c'est un peu triste pour elle en même temps. Moi, je coupe le cordon très facilement. Vraiment très facilement, en fait, parce que j'ai pas forcément l'intention de vivre avec mes toiles sous les yeux tout le temps. Et en plus, ce qui est vraiment important pour moi, c'est l'idée de la toile, voir l'image de la toile, quoi, pour vraiment conserver l'idée, les détails. Mais ça, c'est dans ma tête, donc
Ça me perturbe pas trop. Après, des fois, je m'en veux un peu de pas suffisamment tracer les œuvres et de plus savoir exactement où sont les choses. Mais je me dis qu'elles ont leur petite vie, puis je trouve ça marrant que les gens veuillent les avoir chez eux. Ça me fait un peu plaisir. C'est vraiment pas le même rapport en fait à l'œuvre. Moi, je les vois beaucoup pendant un instant, et puis après, je les regarde plus. Et puis les personnes, elles peuvent passer des années avec une image sous les yeux. Je trouve ça hyper intéressant, assez flatteur aussi quand même. Lise ne me l'a pas dit comme ça, mais je pense qu'elle estime que son travail parle à sa place et se suffit à lui-même. Elle n'est en effet pas très à l'aise quand il s'agit de signifier l'intention d'une toile ou de répondre à l'interprétation qu'on peut en faire. Et pourtant, créer, c'est soumettre son travail au regard du public. Ça dépend vraiment qui regarde et comment c'est fait, parce qu'il y a des gens qui peuvent regarder sans trop poser de questions. Enfin, ça dépend. J'ai l'impression que je me suis toujours mieux entendue avec les collectionneurs qu'avec les critiques en général, parce que les collectionneurs vont très vite s'approprier l'œuvre. On va dire, si une œuvre leur plaît, ils se posent pas trop la question de ce que ça raconte. En gros, il y a un truc un peu direct, ils vont se dire « Ok, ça me plaît », parce que ça leur est personnel, mais voilà, il y a un dialogue qui se fait avec l'œuvre. Les critiques vont plus chercher à savoir ce que je voulais dire, et moi, ça m'embête toujours un peu parce que je sais pas si c'est ce que je trouve le plus intéressant. Souvent, il en émerge des choses intéressantes, mais en tout cas, pour moi, c'est un exercice plus difficile de dialoguer avec quelqu'un qui va creuser le fond que justement la personne qui se l'approprie tout de suite, en fait, et qui a un avis très tranché qui n'est pas le mien. Moi, je trouve ça plus marrant. Je sais pas ce qu'ils questionnent, en fait, mais moi, ça m'embête parce que je sais pas quoi leur répondre. Genre, ouais, c'est moi quand même, quoi. Donc, après... Il y a quelque chose d'un peu d'impudique, en fait, à faire de la peinture. Donc, j'ai pas envie d'en rajouter une couche en expliquant parfaitement ce que j'ai voulu dire. Le travail de Lise nourrit un paradoxe. Elle expose une forme d'intimité au regard du public, et là où d'autres pourraient s'enorgueillir d'éloges flatteurs, sa satisfaction est ailleurs et très personnelle. Je saurais pas dire quel est le moment le plus satisfaisant, en fait. Je pense que c'est un truc entre moi et la peinture, à un moment à l'atelier, ou même peut-être quand c'est pas tout à fait fini, mais que je sens que c'est en train de devenir bien. Où là, je me dis, ok, celle-ci, elle va marcher, elle va me plaire. Peut-être le meilleur moment, on va dire. Ma satisfaction, je pense que je la retire vraiment si j'ai fait un travail qui me plaît. Enfin, si une peinture est bien, une exposition est bien, à mes yeux, hein. Si ça me satisfait visuellement, si voilà, je suis contente d'être allée au bout d'un truc, on va dire que j'ai de la satisfaction. J'ai du mal à me satisfaire des commentaires des autres. Je sais pas pourquoi. Parce que peut-être ils me mettent mal à l'aise ou... Si, ça dépend, bien sûr. En fonction de la personne qui me dit que c'est chouette, ça va me faire plaisir. Mais je pense que si moi, je trouve ça nul et que quelqu'un me dit que c'est bien, ça marchera pas. Donc c'est d'abord, moi, si je suis contente, ou une peinture où ça m'a plu de peindre dessus, ou le résultat est chouette, tout ça, c'est là que je suis satisfaite. Le travail de Lise, sa production artistique, a ce site particulier qu'elle construit une œuvre qui s'inscrit dans le temps. Alors si Lise ne semble pas s'en soucier pour le moment, l'avenir la préoccupe tout de même à sa manière. Je sais pas, je me projette pas trop. Hein. Je me projette pas pour l'instant. Hein. J'essaye d'avancer de projet en projet avec ce qui arrive. J'ai souvent quelque chose qui vient dans les mois d'après, donc j'ai toujours une échéance à moyen long terme. Du coup, je projette pas trop les choses. Pour l'instant, j'avance, je m'engage dans les projets qu'on me propose et puis on verra. Mais j'ai pas trop de stratégie à long terme, même pour la construction de mon œuvre. Je sais que j'en ai déjà fait beaucoup des peintures, c'est plutôt la quantité rétrospective m'angoisse un peu. Donc il y a tout un archivage que j'essaye de faire correctement. Je sais plus, j'avais compté, donc il y a déjà au moins 300 voire 400 peintures de fait vendues, disparues, je sais pas où est-ce qu'elles sont toutes. Donc j'essaye de garder un peu une traçabilité sur les choses et de continuer plutôt d'année en année, quoi, mais je me projette pas vraiment au-delà. On se demande toujours si on aura de nouvelles idées, si au bout d'un moment le stock il a une fin. C'est ça qui est un peu angoissant surtout. Donc on se dit ah ouais, celle-ci, cette idée elle est déjà faite, donc je l'aurai pas à nouveau. Enfin voilà, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu l'avoir maintenant. Mais voilà, c'est plus ça où je me dis plus j'en fais, plus le stock d'idées se vide. Mais je sais pas si c'est vrai ou si les idées sont infinies, je pense pas. On verra. À un moment donné, la page blanche sera définitive, je sais pas. J'ai peur à chaque fois. C'est pour ça que je disais que le travail de recherche d'idées, c'est ce qu'il y a de plus angoissant, le plus difficile, parce qu'enfin, les idées, ça vient, on sait pas comment, on sait pas trop comment se nourrir, de quoi. Je pense qu'avec la maturité, on sait qu'il y a des périodes, donc on s'angoisse pas trop dessus. Mais on a toujours peur de pas faire aussi bien que la dernière fois, quoi. Sur des projets que j'ai bien aimés, je me dis, zut, ça c'était bien, je sais pas si je serais capable de refaire bien. Donc c'est quand même un peu angoissant, quoi. C'est pour ça aussi que le moment de l'expo n'est pas le moment le plus satisfaisant,
Parce que pour moi, c'est déjà de l'ordre du passé, en fait. La bonne idée, je l'ai eue avant. Peut-être que j'en aurai pas d'autres qui sont aussi bien. Donc, c'est presque déjà le deuil des bonnes idées d'il y a quelques mois. C'est triste, hein. Ouais. Mais c'est vrai, du coup, il y a une insatisfaction un peu permanente, quoi. Je pense que c'est un moteur, justement, parce que j'ai tellement peur que ça s'arrête, que je suis obligée d'en faire pour me prouver que ça s'arrête pas. A priori, ça va pas s'arrêter à 35 ans, mais je veux quand même surveiller vers l'âge de la retraite, de pas non plus abuser. Si je sens que ça devient mauvais, je pense qu'il faudra arrêter. Arrêter de peindre, non, mais d'arrêter de montrer peut-être. Plus rien faire, je pense que ce serait impossible. Par contre, de faire autre chose, de faire que des choses pour moi, je pense que oui. Un grand merci à Lise pour son accueil et à mon camarade Adrien Belgrand de m'avoir fait découvrir son travail. Si vous avez aimé cet épisode, montrez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, 5 étoiles et un commentaire, si votre application le permet, sont très importants pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes Stéréolab sur Instagram, Threads et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.